Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Gérard Leclerc. L'invité politique sur Radio Classique. 8h16 et 40 secondes sur Radio Classique. Jean-Pierre Mignard, vous êtes avocat, professeur à Sciences Po, président de la Haute Autorité du Parti Socialiste, et vous êtes aussi l'auteur, on va en parler dans un instant, de Robert Kennedy, La foi démocratique. Commençons par l'actualité avec le Conseil européen. Vous êtes un grand Européen, un pro-européen depuis longtemps. Vous aviez fondé le Club Témoin dans les années 80. Donc un Conseil européen d'une union en crise, avec comme objectif éviter si possible le Brexit, c'est-à-dire la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Faut-il pour autant céder à David Cameron, accepter que l'Angleterre réduise les aides sociales aux immigrés européens, qu'elle ait un droit de regard sur les décisions de la zone euro, et le refus de Cameron d'une union sans cesse plus étroite? Alors, il ne faut sans doute pas céder à David Cameron, mais David Cameron, d'une certaine manière, a au moins un mérite. Et les Anglais ont au moins un mérite. Il nous pose la question, qu'est-ce que nous faisons en Europe, tous ensemble? Alors, première chose, c'est une très mauvaise perspective de voir l'Angleterre prendre le large. C'est le cas de le dire, l'Angleterre, c'est l'Europe, et c'est un grand pays allié et ami. Mais pour autant, l'Angleterre était auparavant dans l'Association européenne de libre-échange. Et elle est rentrée effectivement en Grande-Bretagne dans les années 74. Et puis elle a souvent traîné les pieds, elle s'est souvent opposée. Et je pense qu'elle est souvent restée dans cet esprit, en effet, d'une association européenne de libre-échange, et qu'au fond, elle n'a pas profondément changé. Alors est-ce qu'il faut absolument la retenir, ou est-ce que, à la limite, les choses seraient pas plus claires et plus simples pour l'Europe si la Grande-Bretagne moi, je vais vous dire, je pense d'abord qu'il ne faut pas que la Grande-Bretagne parte, mais dans ces conditions, il faut savoir que les États qui veulent plus d'Europe décident ce qu'ils font ensemble. À mon sens, la question nous est plus posée aux Allemands, aux Italiens, aux Français, aux Espagnols, de savoir ce qu'ils vont faire ensemble. Voulons-nous, nous qui sommes effectivement dans la zone euro, aller plus loin? Quel type d'unité politique voulons-nous ensemble? Quel type de vie démocratique voulons-nous ensemble? Et dans ce cas-là, en effet, acceptons une Europe, je ne dirais pas à plusieurs vitesses, mais avec des cercles concentriques. Donc gardons la Grande-Bretagne, c'est indispensable. C'est un tel grand pays que nous en avons absolument besoin, mais là où il veut, là où il est aujourd'hui. Mais par contre, nous, voyons comment nous pouvons aller plus loin. Voilà. Aller plus loin donc dans la zone euro, vers une Europe plus fédérale, faut dire les choses clairement. Bien sûr, oui, absolument. Et donc cette zone euro qui serait entourée d'une Europe, disons, plus distendue. Avec un autre cercle. Alors, évidemment, ça amènera la France et l'Allemagne, l'une et l'autre d'ailleurs, à revoir leur politique économique respective. C'est une certitude. Mais peut-être aujourd'hui que l'Allemagne, avec son évolution démographique, avec la question des migrants, se trouvera confrontée à une solution peut-être de plus grande ouverture économique pour des raisons strictement politiques intérieures qui sont beaucoup plus importantes que tout ce qu'on peut mesurer. Alors, deuxième sujet sur la table des négociations des 28 chefs d'État et de gouvernement, les migrants, les réfugiés. Angela Merkel un peu seule contre tous. Oui, ce qui ne veut pas dire qu'elle est tort. Je pense qu'on se souviendra dans cette période qu'il y a eu une grande dirigeante européenne qui s'appelle Angela Merkel et qui a fait prévaloir un certain nombre de principes et de valeurs contre ce qu'on pouvait appeler le bon sens. Oui, on lui reproche quand même d'avoir ouvert tout grand les portes de l'Europe et donc d'avoir aspiré les réfugiés. Je pense peut-être qu'on a sous-estimé une question, c'est précisément la question démographique. Et que d'une certaine manière, indépendamment de choix de valeurs qui sont effectivement celles de cette femme, qui appartient effectivement au courant démocrate chrétien dans ce qu'il a de meilleur en Allemagne, pense aussi que l'Allemagne se trouve confrontée à une crise démographique extrêmement importante, dont on voit bien sur le plan économique à quoi ça peut correspondre, sur l'importance des dépenses publiques, la question des retraites dans l'avenir, et un fardeau générationnel sur les plus jeunes notamment, qui sera très lourd. Donc, d'une certaine manière, l'Allemagne a beaucoup changé. Sous l'impulsion du SPD, souvenez-vous, 500 000 Turcs ont été naturalisés. Aujourd'hui, on accueille les migrants, et c'est en effet un grand risque et une bousculade, mais c'est peut-être en effet pour l'Allemagne la chance de redevenir un pays très développé, avec une grande vitalité démographique. C'est peut-être nos États-Unis à nous des 15 ou 20 prochaines années. L'autre grande affaire du moment, c'est le projet de Myriam El Khomri sur la réforme du Code du travail, avec donc l'assouplissement des 35 heures, le plafonnement des indemnités prud'homales, la clarification du licenciement économique, des accords possibles pour revoir les heures supplémentaires.
Qu'est-ce que vous en pensez? On dit que c'est vraiment une partie de la gauche le prend très très mal. Écoutez, la question, le problème, c'est le timing, c'est maintenant. Après que toutes ces questions soient posées, comme elles sont dans la tête de tous, qu'on soit pour, qu'on soit contre, ou qu'on tente de trouver une solution qui soit convenable et respectable et respectée par tous, c'est aujourd'hui que ça pose le problème, parce que on est quand même en fin de quinquennat, c'est la première question. La deuxième, il y a beaucoup de choses qui sont, après tout, moi je suis employeur. Un cabinet, c'est une PME, donc je sais très bien ce qu'il en est. Chaque question mérite en effet d'être vue. Je suis pas contre, par exemple, la question du référendum dans les entreprises. Pourquoi, en effet, les salariés ne voteraient-ils pas? Mais indépendamment de tout, moi j'ai envie de me tourner du côté des syndicats. Je suis plutôt de tradition, d'aspiration social-démocrate. Le pullulement syndical, les surenchères entre organisations syndicales, des divisions du syndicalisme français qui datent, pour certaines, de 1920, avec la rupture entre les communistes et les socialistes, de 1945, quand la CGT-FO se crée en réaction à la CGT qui reste très proche du monde communiste, tout ça date. Ces divisions syndicales n'ont plus aucune espèce de pertinence idéologique. Elles gèrent plus ou moins des formes de corporatisme salarié. Voilà pourquoi le dialogue social est en panne. Voilà pourquoi il n'y a pas de démocratie sociale. Alors, on peut toujours dire le patronat est méchant, mais d'une certaine manière, c'est aussi au syndicalisme de ne pas battre sa coulpe sur la poitrine des autres. Dans ces conditions, on irait certainement beaucoup plus loin dans le sens d'une démocratie sociale. Donc, il y a des tas d'idées, parlons-en, rien n'est tabou. Malheureusement, le pays est mal équipé socialement pour y répondre. Mais ça ne vous choque pas que ce soit un gouvernement de gauche qui donc propose, d'assouplir les 35 heures, de revoir les indemnités de licenciement, les règles du licenciement économique? Par exemple, sur la question par exemple de la dégressivité qui est posée, je voudrais que sur ce point, il y ait beaucoup plus d'objectifs sur la question de la formation professionnelle, par exemple. Alors, il y a comme sur chaque point, on peut en effet mettre des avis. Par exemple, on parle des 35 heures. Moi, je vois bien, j'ai des salariés dans mon entreprise, qui est un cabinet. Je veux dire, chacun fait des fois 1 heure à 1h30, voire 2-3 heures de transport tous les jours. C'est aussi ça, le temps de travail. Il y a le temps de travail effectué dans l'entreprise, et puis il y a le temps de transport, qui est un temps, qu'on le veuille ou non, consacré et mobilisé pour le travail. Je vois effectivement le plafond des horaires qui seraient autorisés. Il faut bien que les gens dorment, si je peux me permettre. Donc, sur chaque point, j'aurais, comme tout citoyen, des amendements à porter. Mais il n'y a pas de question taboue. Aucune. Vous aviez pris position clairement contre la déchéance de nationalité. Le texte, depuis, a subi pas mal de modifications avant d'aller devant le Sénat. On ne parle plus des binationaux, on ne parle plus d'apatridie. Est-ce que vous êtes rassuré? Apatridie, elle peut quand même intervenir dans l'hypothèse où effectivement des déchéances surviendraient. Je suis rassuré parce que, en effet, il n'y a plus de discrimination vis-à-vis des binationaux, puisque c'est le statut de la binationalité qui s'est trouvé posé à travers une mesure qui pouvait en effet concerner 10, 15, 20 personnes, peu importe, mais des millions de binationaux se sont dit « Ah, donc nous ne sommes pas des Français tout à fait comme les autres », donc ce point n'avait pas du tout été vu. L'apatridie, j'en pense que c'est quand même, en droit moderne et contemporain, c'est une mesure régressive. J'ai toujours pensé, affirmé, dit, j'étais loin d'être le seul, que De Gaulle et Cassin avaient inventé l'indignité nationale en 1945, c'est-à-dire que la nationalité ne fait pas partie du domaine de la répression pénale, l'indignité nationale, c'était ce qui avait été choisi. Les États-Unis, qui sont extrêmement répressifs, et puisque la peine de mort existe dans une majorité d'États encore, ont estimé que les questions de nationalité ne devaient jamais faire partie de l'arsenal répressif. La gauche en miettes, François Hollande qui qui rechute dans les sondages, vous le connaissez bien, vous êtes proche de lui, c'est perdu 2017 pour la gauche? C'est très difficile. Moi, je vais pas... Vous avez la gentillesse de m'inviter, j'ai pas de mandat, je dis des choses comme ça. C'est extrêmement difficile aujourd'hui, ou dans tous les cas, il faudra en effet porter un projet qui soit bouleversant, sans que ce soit un projet choquant, et déjà peut-être dire qu'il faut refonder la gauche. On en vient à votre livre parce que le lien est direct, justement. Peut-être il y a des idées à trouver avec Robert Kennedy. Robert Kennedy, La foi démocratique, c'est le titre de votre livre. Pourquoi lui, aujourd'hui, et pourquoi ce titre, La foi démocratique? On en aurait besoin aujourd'hui? Robert Kennedy, je pense qu'en France, on a beaucoup parlé de la famille Kennedy, souvent de manière people. Or, Robert Kennedy, c'est un
quelqu'un que je lis depuis longtemps et c'est une vraie pensée politique. Donc, il faut rappeler que c'était le frère, bien sûr, de John Kennedy, qui a été candidat, ministre de la Justice, qui a été candidat aux primaires en 1968 et qui est assassiné le 5 juin 68. C'est exactement ça. Et c'est une pensée politique dont j'ai fait un livre à travers, évidemment, sa vie, mais surtout à travers ses discours. C'est avec la pensée politique de Robert Kennedy. Je trouve notamment que c'est une inspiration parce que je trouve que la société française, aujourd'hui, ressemble à la société américaine. Ce sont deux sociétés sœurs dans leur composition sociale, et je trouve notamment que les formes de vie publique, les formes de vie sociale que nous avons, ont aujourd'hui non pas à être mimétiques par rapport à la société américaine, mais beaucoup à emprunter. Et notamment, je trouve que le Parti démocrate américain représente une forme de gauche extrêmement importante, intéressante, large dans le spectre de la vie sociale américaine, dont la gauche française en miettes, aujourd'hui en miettes, ferait bien de s'inspirer. Manuel Valls fait la préface de votre livre. Il parle du devoir de vérité, de l'éthique d'action, du sens aigu du progrès, des réflexions sur les enjeux des inégalités, sur les enjeux urbains et environnementaux. C'était un visionnaire, c'était un précurseur à ce point, Robert Kennedy ? Je pense qu'il est peut-être le dirigeant de premier rang aux États-Unis qui peut-être poursuit le plus loin, du moins dans la pensée politique, mais dans l'action, qu'effectivement, il a été ministre de la Justice, mais ne sera que tribunicienne, puisqu'il sera malheureusement assassiné. Évidemment pour lui, les siens, et pour nous tous, car on a beaucoup perdu. Mais en effet, il est celui qui va aider à indiquer que le Parti démocrate va être le parti, notamment des minorités, aux États-Unis, des Noirs, puisqu'il va à la fin rejoindre avec beaucoup d'engagement, comme il le fait toujours, le combat de Martin Luther King et le mouvement des droits civiques, celui des travailleurs mexicains, de ce qu'on appelait les Chicanos et César Chavez. Il va réinvestiguer dans la société américaine avec la question indienne, où il va s'engager comme aucun ne l'aura fait, la violence, la pauvreté. Il est effectivement celui qui va donner le plus de chair et de consistance dans la pensée et dans l'action au bâti de Franklin Delano Roosevelt et de ses deux New Deal. Vous dites c'est un démocrate de notre temps, c'est-à-dire pour vous c'est un modèle. Est-ce qu'on peut pas vous répondre au contraire que c'est un homme d'une autre époque, quoi? C'était les années 60, on en est très loin. Non, certainement pas. J'avais proposé cette préface à Manuel Valls parce qu'il avait tenu je l'avais trouvé courageuse, je tiens toujours pour courageux, l'apartheid. Et je trouvais que lui, Robert Kennedy, avait pris à bras-le-corps la question de l'apartheid. Vous avez lu le superbe discours qu'il fait à Cape Town, qui a été fondamental. C'est pour ça d'ailleurs que quand Nelson Mandela vient aux États-Unis, il demande à aller se recueillir à Arlington sur la tombe de Robert Kennedy. Beaucoup d'ailleurs de bébés sud-africains se prénommeront Kennedy, non pas John mais Robert. C'est très moderne. La démocratie est en jeu aujourd'hui, elle est en cause. Nous avons là un grand leader démocrate, et après tout, si la gauche française doit se refonder, qu'elle regarde donc du côté du Parti démocrate américain. Croyez-moi, elle ne sera pas moins à gauche. Lui, il serait beaucoup plus à gauche que beaucoup de socialistes français. Eh bien, voilà qui est dit. Merci Jean-Pierre Minière. Je rappelle votre livre, Robert Francis Kennedy, la foi démocratique, en collaboration avec Hugo Roussel. C'est chez Stock. Merci. Dans un instant, Sophie Paulini revient pour les titres.